Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1 à la une de ce 20h. Les institutions de la République se rapprochent des populations. Les journées portes ouvertes ont débuté. Le vice-président Temoko Melet Kone a donné le top départ de la 3e édition aujourd'hui. Le public est invité à s'imprégner des missions et fonctionnement des institutions de la République. La finance s'engage, c'est l'intitulé du forum organisé par le patronat ivoirien afin de proposer des solutions concrètes au financement des PME. La 7e édition a été inaugurée par le Premier ministre Robert Begré-Mambé. Cet événement se veut le catalyseur de l'accès au financement des petites et moyennes entreprises. Les victimes des récentes inondations survenues dans la région de la Nawa ne sont pas oubliées. Le gouvernement a dépêché un émissaire sur place pour les soutenir et les assister. La ministre Miss Belmondo Dogo a rendu visite à 482 familles. Elle leur a fait plusieurs dons en vivres et non-vivres. Le programme alimentaire mondial tire la sonnette d'alarme sur de graves crises alimentaires qui menacent près de 6 États africains. Selon le rapport publié ce jeudi par le PAM, les pays comme le Soudan du Sud, Haïti sont menacés de famine en raison des conflits, l'instabilité économique. Soyez les bienvenus sur RTI 1. Les institutions de la République s'ouvrent au grand public. Les journées portes ouvertes ont donc débuté. Le vice-président Temoko Melet Kone a donné le top départ de la 3e édition aujourd'hui. Pendant 48 heures, dont les populations vont apprendre beaucoup des institutions de la République, leur rôle, leur mission et fonctionnement. Mama Traoré. Qu'il s'agisse de l'Assemblée nationale, du Sénat, du Conseil constitutionnel, de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, la Cour de cassation ou encore la Grande Chancellerie et bien d'autres, la dizaine d'institutions que compte la Côte d'Ivoire reste encore méconnue du grand public. Cette soif de connaissance a conduit des centaines de jeunes ce jeudi au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan à l'occasion des journées portes ouvertes des institutions de la République, un événement organisé par le haut représentant du président de la République en vue de promouvoir ces instruments de gouvernance qui contribuent à la marche du pays. L'édition 2024, en mettant en relief le développement socio-économique, permet de camper le rôle de nos institutions dans la valorisation des facteurs favorables à ce développement économique. Nous avons des institutions dont l'impact sur la paix sociale est incontestable, des institutions dont les contributions au renforcement de l'état de droit, de la bonne gouvernance ou de la démocratie sont aussi irréfutables. Il en est de même de la promotion de l'excellence ou de la mise en relief des questions économiques, sociales, économiques, environnementales, culturelles, avec en bonne place le rôle des rois et chefs traditionnels désormais au cœur de l'appareil d'État. Jamais l'architecture institutionnelle de notre pays n'a été aussi complète et inclusive de l'ensemble des leviers pour la construction d'un État moderne. Au nom du chef de l'État, le vice-président Temoko Melet Kone soutient que des institutions fortes sont essentielles pour garantir l'état de droit. Malgré les champs d'action variés, il appelle les institutions de la République à faire preuve de complémentarité pour être à la hauteur des défis du développement socio-économique du pays. Pour que ces acteurs et animateurs de nos institutions soient pleinement efficaces, je les invite à favoriser un dialogue ouvert et constructif avec les bénéficiaires du service public pour le maintien de cette confiance mutuelle indispensable au progrès collectif. Alors que nous célébrons cette nouvelle édition des Journées portes ouvertes des institutions de la République, il est de notre responsabilité commune de garantir que le dialogue engagé soit durable et porteur de résultats concrets. Nous devons continuer de bâtir une Côte d'Ivoire forte, prospère et unie, en encourageant la compréhension réciproque et l'engagement collectif. C'est à travers cette approche inclusive et participative que nous pourrons relever les défis de demain et garantir un développement socio-économique harmonieux pour tous.
Les attributions, l'organisation et le fonctionnement des institutions sont établis soit par la Constitution, soit par un texte de loi ou un règlement. Voilà, la culture enrichie, la jeunesse ivoirienne l'illustre parfaitement. Les jeunes de Côte d'Ivoire, vous allez le voir, ont massivement répondu à cette 3e édition de la journée des institutions de la République. Un moment édifiant qui leur a permis de s'imprégner du fonctionnement de ces différentes entités. Notre reporter Éric Goré a beaucoup appris de ces instants comme ces jeunes. Une marée humaine composée pour la plupart des jeunes. La jeunesse de Côte d'Ivoire au cœur de la 3e édition des journées portes ouvertes des institutions de la République. Connaître le fonctionnement de ces institutions de la République dans le développement de la Côte d'Ivoire, les jeunes s'abreuvent. Voir un peu, comprendre les objectifs, les rôles de ces institutions me permet de savoir si demain je suis dans le besoin, quelle institution saisir et dans quelle mesure ces institutions peuvent m'aider. Une initiative de l'institution Le Haut Représentant du Président de la République, avec le thème « Les institutions de la République au cœur du développement socio-économique de la Côte d'Ivoire ». Le médiateur de la République, représenté à cette cérémonie, évoque sa mission qui la rapproche davantage des populations ivoiriennes. On a défini l'une de nos missions principales qui consiste à protéger et défendre les citoyens contre les abus, les erreurs et la lenteur de l'administration. Les représentants de ces institutions voient leur stand envahi des visiteurs et ne manquent pas d'occasion pour éclairer leur lanterne à l'image du CESEC, le Conseil économique, social, environnemental et culturel. Le Conseil économique, social, environnemental et culturel est une assemblée consultative. Donc à ce titre-là, donnons des avis sur les projets de loi, sur les ordonnances et sur la politique économique, sociale, environnementale et culturelle de notre pays. Les jeunes, dans leur diversité, adhèrent pleinement à l'idée et profitent de tous les instants et détails de cet événement. Nous avons des institutions fortes au niveau de la Côte d'Ivoire. Et très souvent, ce sont des institutions qui sont méconnues du grand public. Et pour ma part, j'ai découvert vraiment un travail formidable et une équipe que le président de la République a mis en place pour véritablement défendre les intérêts des populations ivoiriennes. La 3e édition des journées portes ouvertes des institutions de la République a été un succès selon les participants. Voilà, et vous avez jusqu'à demain encore pour vous y rendre. Plus proche aussi des populations, les petites et moyennes entreprises de Côte d'Ivoire sont en première ligne dans la quête de connaissances pour être plus compétitives. Le patronat ivoirien a trouvé une plateforme de réflexion pour évoquer leurs besoins et attentes, et c'est le forum La Côte d'Ivoire s'engage. La 7e édition a été inaugurée par le Premier ministre Robert Begré-Mambé. L'accès au financement des PME est au cœur des travaux. Abdoulaye Koné, Ulrich Kadongo. Le forum La Finance s'engage crée depuis 7 ans des cadres d'échange pour mieux informer les petites et moyennes entreprises sur l'accès au crédit financier. Plus de 1295 milliards de francs CFA mobilisés pour le financement des PME depuis le lancement de la FSE. 8000 acteurs des PME touchés à travers les ateliers thématiques à Abidjan et dans d'autres régions de la Côte d'Ivoire. Ces rapports soulignent que 75% des banques et microfinances soutiennent qu'elles ont une meilleure expérience de la mobilisation des ressources en faveur des PME. Dans sa phase actuelle de transformation structurelle de l'économie recommandée par les cadres de référence stratégiques que sont les PND et la stratégie Côte d'Ivoire 2030, la Côte d'Ivoire a plus que jamais besoin d'un secteur privé plus robuste et plus compétitif, ce qui confère aux PME et à l'ensemble des entreprises un véritable intérêt stratégique. Des membres du gouvernement se sont succédés sur l'estrade pour aborder la question du financement. Présidant la cérémonie, le Premier ministre a salué une initiative qui vient soutenir les efforts du gouvernement. La question de la transformation de la chaîne des valeurs est au cœur de toute notre politique d'industrialisation. Notre secteur privé, notamment les PME, doivent être outillés à porter l'ambition du gouvernement à travers le renforcement du partenariat État-secteur privé. Le gouvernement regardera avec beaucoup d'intérêt les fruits de vos réflexions ainsi que vos recommandations
sur ces sujets en vue de renforcer les mécanismes en cours. Je voudrais ici vous assurer de l'engagement entier du gouvernement, sous la houlette du président de la République, à renforcer notre collaboration avec le secteur privé en vue de construire une Côte d'Ivoire prospère et solidaire. Le forum sera closé jeudi par la cérémonie des awards du financement. Les meilleurs acteurs de la chaîne et les meilleures institutions publiques œuvrant dans un cadre dynamique d'appui aux PME seront récompensés. Joseph, l'esclave du Dieu vivant, c'est le titre d'une œuvre littéraire. Elle a été dédicacée en présence de plusieurs personnalités, dont le Premier ministre Robert Begré-Mambé. Ce livre est présenté comme un héritage spirituel de Marthe Begré-Mambé. L'auteur est la défunte épouse du Premier ministre Robert Begré-Mambé. Elle a été honorée à titre posthume lors de cette dédicace. Marie-Chantal Akandan, Ulrika Dongon, Michel Kwame. Marthe Begré-Mambé laisse derrière elle un héritage spirituel profond avec son œuvre posthume Joseph, esclave du Dieu vivant, un livre dans lequel elle transmet une leçon universelle, celle de la foi et de la résilience face aux épreuves. Cet ouvrage invite à méditer sur la puissance de l'amour et sur la nécessité de la réconciliation. Avant de prêcher à l'église, je prêche d'abord à la maison du temps où elle était avec nous. Et c'est à elle que je fais en général le sermon. Un jour, j'ai eu à prêcher sur l'histoire de Joseph. Et elle m'a posé beaucoup de questions. Et elle m'a dit, si j'ai le temps, je vais sortir un livre sur l'histoire de Joseph parce qu'elle en a été bouleversée. Et Dieu merci, elle a pu le faire avant que le Seigneur la rappelle. Avec une vive émotion, Robert Begré-Mambé, son époux, a exprimé sa gratitude en ce moment d'hommage. Je vous remercie du fond du cœur. Merci de nous avoir honorés. Je voudrais vous dire que nous en sommes très touchés. Le professeur Josué Guébo, poète et critique littéraire, a salué la profondeur du message de l'auteur. Le présent ouvrage regorge d'une infinité d'intérêts. L'évangélisation contextualisée, l'originalité de l'œuvre, le plaidoyer pour la cohésion sociale et l'apologie du pardon. L'enjeu de l'ouvrage était de révéler les ressorts de l'ascension sociale selon le canon biblique. Laissons-nous saisis par l'épître de Marthe Begré à la postérité et par la sentence capitale qu'elle énonce. Le pardon est la voie suprême de l'élévation. L'auteur a su toucher le cœur de chacun par sa plume et sa foi. C'est une œuvre assez profonde qu'il faut lire et relire parce qu'il y a beaucoup d'enseignements qu'il faut retenir, surtout le pardon, la réconciliation et le vivre ensemble. C'est une dame de cœur qui a toujours su aimer tout ce qui était de Dieu. Vraiment, ce livre va nous apporter beaucoup. Au-delà du thème développé dans ce livre, qui est un thème hautement spirituel, il faut surtout saluer la reconnaissance d'un homme. Il vient de nous prouver qu'il est véritablement un homme de cœur à travers cet hommage posthume qu'il rend à son épouse à travers la publication de ce livre dont lui-même signe la préface. Ainsi, Joseph, esclave du Dieu vivant, transcende le simple récit biblique pour devenir un hymne à la résilience, à l'amour et à la paix intérieure. Marthe Begré-Mambé n'est plus, mais son message de foi et d'espoir continue d'inspirer. Celle qui nous rassemble ici n'est pas partie. Elle est passée dans la pièce d'à côté. Donnez-lui le nom que vous lui avez toujours donné. Que son nom soit prononcé partout. Voilà un message de foi à lire. Rappelons que ce 31 octobre 2024 marque le 3e anniversaire du décès de Marthe Begré-Mambé et les bénéfices de la vente de cette œuvre littéraire seront reversés au CERAP en soutien à la formation des étudiants. C'est un geste de la famille. Le ministre des Transports, Amadou Koné, était face aux sénateurs membres de la Commission des affaires économiques et financières. Il leur a présenté le projet de loi portant modification de la loi sur l'orientation du transport intérieur. Il s'agit ici de renforcer les missions de l'autorité de régulation du transport intérieur. Le projet de loi de ratification portant modification de la loi d'orientation du transport intérieur est sur la table du Sénat, devant la Commission des affaires économiques et financières.
En émissaire du président de la République, le ministre des Transports, Amadou Koni, a exposé des motifs pour expliquer et faire comprendre aux sénateurs la nécessité pour la Côte d'Ivoire de posséder cette loi qui garantit un secteur des transports moderne, qui attire des investisseurs. Il s'agit principalement de prendre en compte les nouvelles innovations dans le secteur des transports. On parle beaucoup de transport vert, de transport propre, mais également tout ce qui est un nouveau type de transport qui apparaissent avec l'utilisation accrue du numérique dans le secteur des transports. Donc il était important que nous puissions faire en sorte que nous ayons tous les moyens nécessaires pour non seulement protéger les usagers, améliorer la qualité du transport, renforcer donc le contrôle sur ce qui est fait par les acteurs privés et contribuer ainsi également à faire en sorte que les investisseurs privés dans le secteur de transport, avec un cadre réglementaire robuste, puissent être rassurés quant à l'environnement pour investir davantage dans le secteur des transports. La Commission des affaires économiques et financières du Sénat, présidée par le sénateur Cissé Mamadou, a, à juste titre, voté à l'unanimité le projet de loi. Il retourne sur la table du gouvernement pour sa promulgation. Voilà, c'était un reportage de Kader Sogodogo. À quel rythme avancent les travaux du CHU d'Abobo, le lycée d'excellence et le grand marché? La présidente du Sénat, également maire d'Abobo, Kandia Camara, était en visite du terrain sur ces 3 chantiers. Son vœu est clair, améliorer les conditions de vie des populations de sa commune située au nord d'Abidjan. Didier Nguessan, Joël Gomez. La commune d'Abobo est en chantier. Son premier magistrat veille à la bonne exécution des travaux. Kandia Camara visite tout d'abord le chantier du lycée d'excellence Sizokati Coco Service. Selon le chef du projet, Alain Cablan, les fondations sont quasiment achevées. Bâti sur 4 hectares, le chantier comprend un bloc administratif, des bâtiments de 46 salles de classe, un préau, un bloc sanitaire, des vestiaires, une salle polyvalente, une piscine et des aires de jeu. La finition est prévue pour 2025. Deuxième étape, le CHU d'Abobo, appelé à devenir à terme le plus grand d'Afrique de l'Ouest avec toutes les commodités. Le chantier s'étend sur 18 hectares et la livraison est prévue pour le 7 septembre 2025. Enfin, le cap est mis sur le chantier du grand marché d'Abobo avec une superficie de 4 hectares dont le délai de livraison est de 48 mois selon le chef du projet. Nous aurons bientôt la piscine olympique. Les travaux aussi ont démarré. Nous avons un projet vraiment l'immobilier. La construction de logements sociaux pour les populations d'Abobo qui en ont besoin, mais aussi Abobo va servir de dortoir pour les travailleurs des autres communes. Beaucoup d'ambition pour nos populations qui le méritent. Kandia Camara tient au respect des délais de livraison de ces 3 chantiers. Je vous livre ce communiqué qui vient de nous parvenir. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale porte à la connaissance des populations vivant en Côte d'Ivoire que le vendredi 1er novembre 2024, jour de la fête de la Toussaint, est déclaré jour férié et chômé ainsi toute l'étendue du territoire national. Et pour les signataires de la Convention collective interprofessionnelle, notez que le jour de la fête de Toussaint est déclaré jour férié, chômé et payé. C'est un communiqué signé du ministre Adama Camara, ministre de l'Emploi et de la Protection sociale. On déguste du bon chocolat en France et la Côte d'Ivoire, premier pays producteur mondial du cacao, est au rendez-vous. La 29e édition du Salon du chocolat se déroule précisément à Paris, porte de Versailles. Nos envoyés spéciaux, Delphine Bla et Traoré Zakaria, nous font revivre la première journée consacrée aux ateliers appelés Classe Cacao avec les agents du Conseil Café Cacao et un artisan chocolatier. Sacha et Noah rentrent en classe, mais avant, un coup d'œil sur le stand de la Côte d'Ivoire. C'est le meilleur pour nos producteurs, ça va être le meilleur cacao de Côte d'Ivoire. J'ai cette passion de nos producteurs aux enfants et donc on leur montre tout le processus, c'est-à-dire de la pépinière jusqu'à la tablette de chocolat. Et après, les enfants font
l'atelier pratique avec l'artisan chocolatier venu de la Côte d'Ivoire qui est Axel Emmanuel. Ces classes cacao, devenues désormais une tradition au salon et aux foires, restent très appréciées des visiteurs passionnés du chocolat. On a fait une activité super sympa, on a appris beaucoup de choses, notamment sur le cacao, son développement. J'aime bien cet atelier. Le chocolat. Pour le Conseil Café Cacao, l'objectif est clair. Il s'agit d'entretenir ces enfants, ces pépinières de consommateurs pour la durabilité du cacao made in Côte d'Ivoire. Juste à côté, dans le salon VIP, les B2B se multiplient avec l'ambassadeur Ali Touré, porte-parole des pays producteurs de cacao, les professionnels de la pâtisserie et la délégation du COSIM de passage à Paris. Le salon du chocolat de Paris 15e se poursuit donc avec des stands bien animés. Voilà, et n'hésitez pas à vous rendre dans ce salon et surtout déguster le chocolat made in Côte d'Ivoire. C'est le meilleur au monde. Octobre rose s'achève, mais la lutte contre le cancer continue. La ministre de la Culture et de la Francophonie a organisé justement en partenariat avec l'ONG La Porte de la Nouvelle Espérance une séance de dépistage contre le cancer du sein. La ministre Françoise Remac appelle à renforcer la sensibilisation à se dépister précocement pour une meilleure prévention. Généreuse Aquadio, Jamagagui pour le reportage. Sensibiliser le personnel contre les affres du cancer de sein. C'est le défi que veut relever le ministère de la Culture et de la Francophonie. Avec l'ONG La Porte de la Nouvelle Espérance, une séance de dépistage est donc organisée. Sur place, des médecins proposent un suivi personnalisé et des conseils pratiques. Nous parcourons la Côte d'Ivoire pour sensibiliser les femmes, pour leur dire que c'est le dépistage qui sauve des vies. Parce que si on ne se dépiste pas, on ne peut pas savoir ce qu'on a. Et aujourd'hui, le cancer n'est plus une fatalité. Vite découvert, il s'est guéri. Je suis rassurée parce que la dame qui a palpé, le médecin a dit qu'il n'y avait rien. Elle m'a demandé le nombre d'enfants que j'avais, elle m'a demandé mon âge et tout ça. Mais elle a palpé, elle dit qu'il n'y avait rien. Je ne repars rassurée. Octobre rose concerne le dépistage du sein pour savoir s'il n'y a pas un cancer qui se trouve à l'intérieur du sein. Je suis venue me faire dépister pour une prévention. Françoise Remarque, la ministre de la Culture et de la Francophonie, très impliquée dans cette campagne de santé préventive, souligne l'importance de cette initiative. Cette journée nous permettra, je le souhaite le moins possible, de voir si certains de nos agents aujourd'hui sont éventuellement porteurs. Et le plus important, c'est de voir ce que l'on mettra en place pour, bien sûr, les accompagner. En Côte d'Ivoire, 5 femmes meurent par jour du cancer du sein, selon le CHU de Trècheville. À travers cette séance de dépistage, le ministère de la Culture et de la Francophonie place la santé de ses agents au cœur de ses priorités. Et en marge de la campagne contre le cancer se déroule la 9e édition des Journées ivoiriennes de la médecine militaire. Ces journées scientifiques visent à présenter les actions menées par le personnel du service de santé et des armées dans la lutte contre le terrorisme dans notre pays. 350 participants, des médecins militaires, civils et experts vont échanger pendant 48 heures sur les bonnes pratiques. Walter Madou Ouattara, Adama Kéré nous explique en détail. Créer un cadre d'échange entre les différents intervenants et décideurs des actions du service de santé des armées dans la lutte contre le terrorisme, c'est l'un des centres d'intérêt de cette 9e édition des Journées scientifiques de santé des armées de Côte d'Ivoire. À travers le thème « Le service de santé des armées face au défi du terrorisme », les organisateurs souhaitent apporter leur contribution à l'effort de défense nationale. En effet, le terrorisme est une menace grandissante dans notre pays et la sous-région ouest africaine. Ce congrès est un cadre d'échange constructif entre experts médicaux, militaires, universitaires, en vue de repenser les synergies entre santé, sécurité et cohésion sociale. Le général de corps d'armée Lassina Doumia, chef d'état-major général des armées, partage sa vision sur le rôle que doivent jouer les acteurs de la santé militaire dans le contexte sécuritaire actuel. La médecine militaire devrait renouer avec ses origines pour devenir en priorité celle qui accompagne les troupes au combat. Là où chaque instant compte. Elle doit être
Une médecine de proximité, celle capable de poser des actes d'importance en milieu et en conditions dégradées afin de préserver de façon certaine les fonctions vitales du combattant avant toute évacuation. La Société ivoirienne de médecine militaire, SIMM, a également souligné la volonté politique du gouvernement en traduisant toute sa gratitude relative au projet de construction de 4 hôpitaux militaires qui connaît une évolution remarquable. Et la solidarité prend racine dans notre pays. Les victimes des récentes inondations survenues dans la région de la Nawa ne sont pas du tout oubliées. Le gouvernement a dépêché un émissaire sur place pour les soutenir, les assister. La ministre Miss Belmondo Dogo a rendu visite à 482 familles. Vous allez le voir, elle leur a fait plusieurs dons en vivres et non-vivres. Des mesures seront prises pour soulager les éleveurs et agriculteurs sinistrés. Michel Mambo. Des habitations détruites, des plantations dévastées, l'ouverture de l'évacuateur des crues du barrage de Soubré et les fortes pluies récentes ont occasionné de nombreux dégâts dans la région de la Nawa. 482 ménages de Soubré, Grands Atri, Buyo et Dapeyoa touchés. La ministre de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Miss Belmondo Dogo, est à Soubré pour apporter aux victimes le soutien du gouvernement. L'urgence pour nous, c'est avec les élus locaux et le corps préfectoral, trouver une solution afin de déplacer ces populations-là qui vivent aux alentours du fleuve ou du barrage. Nous avons des ménages qui avaient des élevages, nous avons d'autres qui avaient des plantations, nous avons d'autres qui avaient des commerces. Donc nous, par la suite, nous allons nous adresser aux différents ministères concernés pour que les ministères puissent, dans une synergie d'action, agir pour que ces ménages-là puissent reprendre leur activité. 500 sacs de riz, de l'huile, de la tomate concentrée, des pâtes alimentaires, du savon et du numéraire à hauteur de 2 500 000 francs CFA. Madame la ministre, votre arrivée en ce jour nous remplit d'espoir dans le but qu'une solution efficace soit trouvée par rapport à notre détresse. Nous vous remercions. Le lieu toutefois de sensibiliser les populations aux effets du changement climatique. Avec tout ce qui se passe dans le monde, c'est un phénomène qui ira croissant. Il faut qu'on arrive à changer nos comportements, nos attitudes, nos habitudes. Les victimes de ces inondations n'ont pas omis d'exprimer leur gratitude au président du conseil régional, Netro Tagbo René, et aux élus et cadres de la région pour leur mobilisation aux premières heures du sinistre. Et les inondations touchent aussi l'Espagne. Le pays a entamé un deuil national de 3 jours à compter d'aujourd'hui même après les inondations qui ont fait plus de 100 morts et plusieurs personnes portées disparues. Les secours estiment qu'au moins 5000 véhicules ont été détruits. Les trains rapides entre Valence et Madrid ont été stoppés. 2 autoroutes sont toujours coupées. Le Premier ministre Pedro Sanchez appelle donc les populations à rester chez elles et à écouter les appels des secours d'urgence. Démarrée depuis une semaine, l'opération de révision de la liste électorale dans notre pays se poursuit, notamment dans la région du Logibwa. Le président du conseil régional, le ministre Amédée Kofi Kouakou, appelle les populations à participer massivement à cette opération. Mama Traoré. Une descente sur le terrain pour tenter de comprendre ce qui justifie le manque d'engouement des populations autour de l'opération de révision de la liste électorale. Amédée Kofi Kouakou s'est ainsi rendu dans le centre d'enrôlement de Garo 2, dans la sous-préfecture de Hermankono. Les échanges avec les agents enrôleurs évoquent comme probable obstacle au recensement la délivrance des actes administratifs requis. Alors, le président du conseil régional sillonne mairie, sous-préfecture et tribunaux des villes de Lakota et de Divo pour s'enquérir des dispositions prises. Certains de nos compatriotes qui n'ont pas du tout de papier. Donc il y a une procédure spéciale qui est en cours, aussi bien dans les mairies que dans les sous-préfectures. Donc nous avons voulu nous assurer que ce processus-là fonctionne très bien. Aussi bien à Lakota qu'à Divo, nous avons rencontré nos responsables politiques RHDP pour pouvoir les mettre en mission parce qu'après la première semaine, on constate que les primo-votants, le nombre n'est pas très élevé, mais chacun d'entre eux s'est engagé donc à travailler pour qu'assez rapidement, pour les 2 semaines qui restent, lorsqu'on aura tous les papiers qui viendront aussi bien des mairies, des sous-préfectures, que des différentes juridictions, le nombre puisse monter. La région du Logibwa compte 501 centres d'enrôlement.
Le programme alimentaire mondial tire la sonnette d'alarme sur de graves crises alimentaires qui menacent près de 6 pays africains. Selon le rapport publié ce jeudi par le PAM, donc, des centaines de milliers de personnes vivant notamment au Soudan du Sud, en Haïti, au Mali, sont confrontées à la famine ou en sont proches. Les conflits, l'instabilité économique et les chocs climatiques combinés à la réduction des financements sont à l'origine. Il faut donc agir vite et maintenant, prévient le PAM. Fin de ce 20h. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain à la même heure, sur ce même plateau, sur la même chaîne RTI1 et surtout avec le même bonheur. Continuons de promouvoir la paix. À demain.